Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de microbiologie approfondie et nous allons parler de la bactériologie générale. Sûrement que ça se fera en deux ou trois parties à cause du volume de la matière à couvrir et je pense le faire dans deux ou trois enregistrements. Nous allons voir évidemment comment on évolue pour ne pas avoir des séquences plus longues. Et donc nous allons commencer notre cours, la bactériologie générale. Voici le plan de présentation. Mais bien avant cela, je vais quand même dire quelques mots des généralités sur les organismes de manière générale, les interactions avec l'hôte. Alors, concernant les micro-organismes et bien entendu leur interaction avec l'hôte, nous avons dans le monde les bactéries qui sont des microbes, les virus, les champignons, les levures et les parasites. L'étude des bactéries s'appelle la bactériologie. L'étude des virus, c'est la virologie. Celle des levures ou des champignons s'appelle la mycologie et celle des parasites s'appelle la parasitologie. Alors, il est important de savoir que l'ensemble de ces cours forment ce qu'on appelle la microbiologie, quoique en général, la microbiologie, elle est un peu plus, elle regroupe un peu plus la bactériologie, la virologie et la mycologie, les parasites étant souvent étudiés à part dans certains contextes. La parasitologie et la mycologie aussi sont étudiées en commun car voilà, c'est une façon, c'est selon la systématisation. Alors, dans la parasitologie, il y a des domaines importants qu'il faut considérer, notamment c'est l'étude des protozoaires qu'on appelle la protozoologie. Il y a l'étude des helminths, qui est l'helminthéologie, et on étudie également les insectes parce qu'ils sont vecteurs de la plupart de ces parasites, alors on l'appelle l'entomologie. Ce que vous devez savoir, c'est que les différents microbes, parce que nous vivons avec eux dans le monde, nous le verrons dans les diapositives qui viennent, ils interagissent avec l'hôte. Ici, je choisis l'hôte, l'homme, parce que c'est une microbiologie médicale, donc humaine. Il y a des interactions. Et ces interactions peuvent être à l'origine d'une infection, des infections, et qui peuvent provoquer, bien évidemment, la maladie. Mais l'hôte qui est agressé, quoi qu'il en soit, réagit toujours. Évidemment, quand il réagit, il produit une réaction immunitaire qui peut être spécifique ou non spécifique. Dans mon cours d'immunologie, je couvre ces détails. Ici, on en parlera de manière un peu plus résumée seulement. Alors, l'étude des réactions immunitaires spécifiques et non spécifiques chez l'hôte fait partie où cette étude s'appelle l'immunologie, qui est un point tout à fait à part, mais qui est lié en général aux maladies infectieuses, quoiqu'il y a aussi des contextes non infectieux qui peuvent être explorés. Et dans mon cours, je couvre cela. Alors, s'agissant du diagnostic, lorsque une technique est capable de détecter directement le microbe, on parle ou le microbe ou un de ses composants, les antigènes bien entendu, ou son acide nucléique, on parle de diagnostic direct. Par exemple, la goutte épaisse, c'est un diagnostic direct parce qu'on voit les tropozoïdes sur une lame. La coloration de Gram, c'est un diagnostic direct parce qu'on voit les micro-organismes sur la lame, les bactéries. La culture sur Gelososan, sur Maconque, etc., c'est un diagnostic direct parce qu'on a des colonies de bactéries. Le diagnostic indirect, lui, détecte soit les anticorps, soit les marqueurs qui traduisent du passage ou de la présence de l'antigène ou du microbe dans votre organisme. Par exemple, lorsque vous détectez les anticorps sont la présence, le témoignage du passage du micro-organisme en vous, alors c'est un diagnostic indirect. Lorsque dans certaines maladies vous avez la CRP, qui est une protéine inflammatoire produite par l'organisme, mais dès qu'elle est élevée, on sait dire qu'il y a une présence d'une réaction inflammatoire
ou une présence d'une bactérie. Il y a également la procalcitonine et d'autres marqueurs de l'inflammation. Ce sont des témoins indirects de l'infection dans votre organisme ou de l'inflammation, quoi qu'il en soit. Ça reste un mécanisme indirect, donc le diagnostic indirect. Et il peut être étudié en immunologie ou en sérologie selon les cas. Ça ne fait pas l'objet de ces cours. Alors, l'histoire des microbes se résume dans le développement de la microbiologie en 3 phases principales. La première, c'est entre le 16e et 17e siècle, lorsque pour la première fois, Anthony van Leeuwenhoek observe au microscope ce qu'il va appeler les animalcules, qui en fait sont des micro-organismes, avec l'image du microscope qu'il aurait utilisé. Puis, entre le 18e et le 19e siècle, il y a eu des relations claires qui ont été établies entre le micro-organisme et la maladie. Et ceci résulte des travaux de Louis Pasteur, qui étudie la fermentation des aliments, Robert Koch, qui isole le Mycobacterium tuberculosis, et bien sûr qui décrit pour la première fois que la tuberculose est évidemment causée par une bactérie, et Tyndall qui découvre les spores et qui mettra au point une technique qui finalement portera son nom. Ça, c'est la deuxième phase. Et finalement, au XXe siècle, la plus grande percée, ce sera la découverte de l'action antibactérienne de certaines substances chimiques, notamment la découverte de l'action antibactérienne contre la syphilis par Ehrlich en 1910, et finalement, la plus grosse, on dirait, c'est la découverte de la pénicilline par Fleming en 1928, et dans la suite, la découverte des autres antibiotiques qui vont très rapidement développer le secteur de la microbiologie. Au point de vue micro-organismes et leur place dans le monde vivant, il est important de savoir que Linné, déjà en 1735, avait établi qu'il y avait le règne des plantae et le règne des animalia. Mais Van Ageli a également pensé ou découvert que les bactéries et les champignons seraient, ou il les a classés dans le règne des plantes. Et il fallait attendre Haeckel en 1866 pour pouvoir classifier les animaux, les végétaux et les protistes, dans lesquels il a regroupé les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. Finalement, il est important de savoir qu'on a 2 types d'organismes. Les eucaryotes, karyos en grec c'est noyau, c'est ce qui va bien, Europe, Eugénie, voilà, eucaryotes ou les protistes supérieurs, ce sont entre autres les plantes et les animaux. Sur la dia suivante, on verra les éléments de différence. Mais chez les eucaryotes, nous avons les animaux et les plantes. Nous sommes des eucaryotes. Les arbres sont des eucaryotes. Évidemment, l'avocat c'est un organisme eucaryote. Les prokaryotes, eux, dans cette classe, on a ce qu'on appelle les protistes inférieurs. Donc, les eucaryotes sont des protistes supérieurs. Et dans le protiste inférieur, c'est là qu'on a les bactéries et les archées. Quels sont les éléments de différence entre les eucaryotes et les prokaryotes? La première chose, c'est la taille. Les eucaryotes en général ont une taille plus grande. Les mesures peuvent varier d'une cellule à d'autres. Il existe des cellules qui sont plus petites, qui sont plus grandes. Mais en général, les eucaryotes ont des cellules plus grandes par rapport aux prokaryotes. Première différence. Deuxième, la membrane nucléaire. Les eucaryotes ont une membrane nucléaire. Voilà pourquoi ils sont appelés eucaryotes. Karyos parce qu'ils ont un noyau qui est bien constitué et qui est limité par une membrane, et même une double membrane. Contrairement aux prokaryotes qui n'ont pas du tout de noyau, on le verra avec les bactéries, le matériel génétique se trouve directement dans les cytoplasmes. 3. Le nombre de chromosomes. Il est diploïde, donc plusieurs chromosomes diploïdes chez les eucaryotes, et il est haploïde chez les prokaryotes. La paroi cellulaire avec les peptidoglycanes, les eucaryotes n'ont pas du tout de paroi cellulaire avec peptidoglycanes. Par contre, les prokaryotes, ils en ont. En termes d'organismes, les eucaryotes, ce sont des organismes plus développés et ils ont beaucoup d'organelles ou d'organites, alors que les prokaryotes n'en ont que très peu.
Les deux organismes, que ce soit les deux cellules, que ce soit les eucaryotes et les prokaryotes, ont des ribosomes. Les eucaryotes ont beaucoup plus de mitochondries, ils en ont, et les prokaryotes n'en ont pas. Les eucaryotes ont un appareil de Golgi, ils ont un réticulum endoplasmique. Mais les vacuoles, on le retrouve dans d'autres cellules. Mais il y a des particularités. Les prokaryotes, par exemple, peuvent avoir ce qu'on appelle des plasmides, mais ils peuvent avoir également des transposons, des épisomes. On le verra un peu plus tard. Ce qui est important de savoir, c'est que les protistes, notamment les protistes, bon, en général, ce sont des organismes unicellulaires qui sont autonomes et qui sont en fait, ils ont une taille microscopique. Nous sommes dans la microbiologie. Tout va de la microscopie. Tout est observé avec au moins un microscope. Alors, nous avons les bactéries, nous avons les champignons, nous avons les protozoaires. Les virus, eux, ils sont à part et vous le verrez pourquoi. Je ne présente pas l'arbre phylogénétique universel pour expliquer que voilà, on serait parti d'un ancêtre commun qui serait un organisme microscopique qui a dû évoluer pour donner les thermotogas par exemple. D'autre part, l'évolution a donné d'abord les bacilles gram positifs, les choroplastes d'une part, et un peu plus loin les bacilles gram négatifs, les cyanobactéries et finalement les mitochondries. Ça, c'est du côté des bactéries. Mais il y a eu une évolution du côté des archées avec les différents types d'archées, les hyperthermophiles, les extrêmement halophiles et les méthanogènes. Et du côté des eucaryotes, nous avons les archézoés, les microspora, qui sont des parasites, les plasmodiums, et un peu plus tard les euglénas, qu'on avait étudié voilà, à l'école, les ciliés, les amibes, les plantes. Les fungi finalement, les animaux. Ça, c'est après des millions et voire des milliards d'années d'évolution. Bien sûr, c'est un arbre phylogénétique et universel. Je n'enseigne pas l'évolution et bien sûr, chacun a sa propre compréhension ou sa propre théorie par rapport à ça. Et bien sûr, il y a des théories qui contredisent la religion, notamment la Bible, etc. Cela ne fait pas partie de mon cours, je n'en parlerai pas évidemment. Je vais rester strictement sur la microbiologie. Alors, les microbes, dans leur écologie, ils sont partout. Sachez que sans microbes, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre sans microbes. Et j'ai toujours dit aux étudiants que même quand le Christ reviendra, les autres sciences, la chirurgie, la gynéco, la médecine interne, la pédiatrie, et voilà. Ça disparaîtra parce qu'il n'y aura plus de maladies, tout le monde sera en bonne santé. Mais nous, les microbiologistes, on existera parce que personne ne sera malade, mais on étudiera les microbiomes. Le microbiome, c'est l'ensemble des germes que nous portons sur nous qui ne nous provoquent pas des maladies. Voilà, ça c'est juste en passant. Alors, l'écologie, ce qu'il faut savoir, c'est que les micro-organismes en général, ils sont partout. Ils sont partout et ils composent presque tout ce que nous avons sur la terre et sur la mer, dans les eaux. Par exemple, dans les océans, il y a beaucoup de micro-organismes. Il y a des bactéries, il y a des algues, il y a des levures et il y a des virus. Et quel est le rôle des micro-organismes dans les océans? C'est pour vous montrer que sans les bactéries, on ne peut pas vivre. Les micro-organismes servent à fertiliser les océans. Oui, ils servent à fertiliser les océans, c'est très important. Et ils aident également à produire de l'alimentation pour la faune. Vous avez déjà vu dans les documentaires les mondes sous-marins, c'est plein d'animaux, etc. Ces animaux meurent, ils restent dans l'eau, mais l'eau n'est jamais polluée parce que l'eau est décomposée par des micro-organismes. Dans ces micro-organismes, ils transforment également des aliments, des nourritures, des substances organiques et minérales, ce qui fait que tous les poissons, les êtres marins se nourrissent évidemment de ces se nourrissent grâce aux aliments dont dans la chaîne de production il y a également les micro-organismes. Dans les eaux douces, il y a les bactéries, il y a les protozoaires, il y a les algues. Ce qui fait que le rôle de ces micro-organismes, c'est d'éliminer les déchets, les matières organiques polluantes. Regardez comment, au travers des millénaires, les rivières sont restées les rivières et parfois toujours propres. Et nous, les hommes, les humains, nous ne faisons que les polluer. Mais au final, les déchets dans les eaux douces sont progressivement détruits et nous avons toujours
des rivières qui sont propres jusqu'à ce que nous produisions nous-mêmes du plastique qui est difficilement destructible. Par conséquent, nos rivières, nos fleuves sont maintenant submergés. Mais évidemment, il faut l'assainissement. Dans les sols, il y a ce qu'on appelle la flore tellurique qui est très variée, qui comprend les bactéries, les champignons, les algues, les protozoaires. Quel est le rôle des micro-organismes? Décomposer les déchets animaux, les déchets végétaux pour former l'humus, en fait, fertiliser la terre. Souvenez-vous, quand on est petit, on a des déchets, on creuse un petit trou, on les enterre. Quelques jours après ou quelques semaines après, on ne retrouve plus ces déchets. Nous, on se disait quand on est petit que les ancêtres prenaient les déchets, mais en fait, on ignorait que les micro-organismes qui sont dans la terre vont décomposer progressivement ces substances organiques et les transformer de sorte qu'ils disparaissent avec le temps. Mais en fait, c'est le rôle des micro-organismes. Sinon, tous les déchets qui existent depuis la création du monde, chacun dans son pays où il se trouve, vous les aurez retrouvés en forme de tas si ces micro-organismes n'existaient pas. Ils fertilisent les sols, ils produisent des sels minéraux ou ils aident dans la production des sels minéraux et d'autres éléments. Vous voyez que les micro-organismes sont très importants. Sans micro-organismes, on ne peut pas vivre. Retenez, sachez-le. Dans l'air, il y en a bien sûr. Il y a les bactéries, il y a les champignons. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait la tuberculose ou la grippe, il suffit de tousser. Évidemment, il y a des particules qui peuvent vous contaminer. Mais là, on voit toujours le mauvais côté, les bactéries méchantes. Mais sachez que la majorité des bactéries sont gentilles, elles sont cool. Quand je parle des virus, évidemment, c'est des êtres très sympathiques, très cool. Mais quand on dit aux hommes, un virus, c'est un méchant qui va tuer, qui va provoquer une maladie. Mais non, ce n'est qu'une petite partie des êtres qui peuvent être méchants ou pathogènes, on le verra. La majorité reste des gars très sympas. Alors, dans l'air, il y a des bactéries, il y a des champignons. Dans l'air confiné, par exemple dans les hôpitaux, dans les usines, cet air peut être contaminé par des bactéries ou des micro-organismes parce qu'il y en a en concentration très élevée. Mais que font les micro-organismes dans l'air, vous allez vous demander. Bien sûr, ils participent aux échanges, aux équilibres gazeux dans l'atmosphère. Ils peuvent également être responsables des infections. J'ai parlé de la tuberculose, j'ai parlé de la grippe, j'ai parlé de la lèpre. Ils peuvent se contaminer par voie aérienne, etc. Chez nous-mêmes, les humains, les animaux, et même dans les plantes, il y a des bactéries, il y a des protozoaires, il y a des champignons, il y a des archées, il y a des virus. À quoi servent les bactéries? Première chose, à la digestion des matériaux indigestibles. Regardez que vous mangez vos spaghettis, bon, pour faire le standard ou le riz, et finalement, vous allez à sel, vous produisez des sels bien moulus, etc. Parce que les bactéries ont digéré tout ce que vous avez mangé. Vous mangez la viande, les haricots, le riz, les spaghettis, le pain, et finalement, vous n'avez que des sels. Parce que les bactéries ont travaillé. Voilà un exemple très précis du mécanisme de digestion des matériaux. Et il y a beaucoup d'enzymes qui agissent à l'intérieur. Quand vous prenez un pain, vous le mangez dans votre bouche. En quelques instants, en quelques minutes, le pain devient très mou parce qu'il a été mastiqué, mais aussi parce qu'il y a une action enzymatique très importante, d'accord, au niveau de la bouche, qui a dégradé le pain que vous avez mangé. Évidemment, il y a les bactéries qui interviennent. Les bactéries sont utiles dans la maturation du système immunitaire. Si vous ne rencontrez pas les bactéries ou les micro-organismes, votre immunité ne va jamais se développer. Et ayant compris cela, on a décidé de vous vacciner. En vous vaccinant, nous vous donnons les micro-organismes pour que votre organisme se développe, s'adapte très rapidement et cela a un rôle protecteur. Donc, au fur et à mesure qu'un enfant grandit parce qu'il est né avec très peu de microbes, progressivement il rencontre des infections et il consolide son immunité. Et la maturation du système immunitaire est l'œuvre des micro-organismes. Donc, ils ont un rôle très important. Ils vous protègent contre certaines infections. Oui, bien sûr, dans la bouche, c'est plein de microbes. Mais en général, les microbes qui sont dans la bouche, ce sont des gentils microbes. Ils digèrent les aliments, ils créent un équilibre, ils provoquent un pH qui font en sorte que normalement, la bouche est une cavité qui est protégée de certaines infections, et de certaines bactéries ou de certains virus, etc. Mais quand le déséquilibre est flagrant, c'est à ce moment-là que la maladie survient. Dans le vagin, vous le savez, il y a les bacilligrammes négatifs qui constituent la faune des Doderlein, les lactobacillus, etc., qui produisent une grande
acidité à l'origine du pH qui est faible, qui est acide chez la jeune fille ou chez les femmes en âge de procréation. Ce sont des bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries méchantes. Par contre, quand vous allez faire votre toilette vaginale avec des désinfectants, avec l'eau de javel, parce que vous voulez avoir un vagin hyper propre, et malheureusement, vous détruisez la flore qui vous protège. C'est à ce moment-là que vous développez des infections, la vaginose, etc. Chapitre à part, cours à part. Bien sûr, les bactéries peuvent intervenir dans l'apparition, dans la survenue de certaines infections. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, de l'interaction entre les bactéries ou les micro-organismes en général, j'ai écrit bactéries, mais les micro-organismes et l'hôte, on peut avoir des relations particulières qui s'étissent, hein, bien sûr. La première relation, c'est ça qu'on appelle le saprophytisme. Le saprophytisme, en fait, c'est le mode de vie ou un micro-organisme, hein, d'accord, qui vit, qui vit dans la nature, que ce soit dans le sol, les eaux, les surfaces. Il n'est pas associé à un organisme vivant, donc il vit seul, il vit à part. C'est ça le saprophytisme. Des micro-organismes qui vivent dans l'eau, dans la terre, etc., qui ne sont pas associés à un hôte. Ça, c'est ça qu'on appelle le saprophytisme. Il y a le commensalisme. En fait, c'est le mode de vie d'un micro-organisme qui vit avec son hôte, mais qui ne lui nuit pas, qui ne provoque aucun trouble. Ce sont les microbes qu'on trouve sur la peau, sur les muqueuses, dans notre bouche, dans notre intestin, dans les vagins, dans le pharynx. Il y a plein de microbes. Je les cite là. Ces microbes, ils sont les seuls à trouver un avantage en étant chez l'hôte. D'accord? Donc l'avantage pour les bactéries, mais aucun avantage pour l'homme. Par exemple, vous avez les staphylocoques sur la peau, sur les muqueuses, les Escherichia coli dans les tubes digestifs, les lactobacilles, etc. C'est eux qui tirent l'avantage. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle la symbiose. La symbiose, c'est le fait que les micro-organismes vivant dans un hôte fait en sorte que l'hôte tire un avantage de cette association et l'hôte lui aussi tire un avantage. C'est comme le mariage, l'homme et la femme. Chacun apporte ses intérêts, ses avantages et ils se mettent ensemble. L'homme jouit des avantages de la femme et la femme vice-versa jouit des avantages de l'homme. Je parle du bon vieux mariage classique où l'homme va travailler pour la princesse qui est la femme ou la reine. La femme reste s'occuper de la maison, des enfants, etc. L'homme a l'avantage d'aller travailler parce qu'il est fort, parce qu'il est virulent et parce qu'il est vigoureux, j'allais dire. Hein. Il va, il travaille, il rentre, il apporte tout ce dont la reine a besoin et la reine reste, fait la nourriture, s'occupe des enfants, etc. C'est une symbiose. Mais évidemment, avec la modernité et le modernisme, on ne peut pas dire la même chose. Hein. Actuellement, le mec va au boulot, la meuf va également au boulot et à la fin, voilà, ils se partagent les tâches. Donc, c'est aussi une symbiose, hein, mais voilà, très, très atypique. Voilà. À part la symbiose, il existe ce qu'on appelle le parasitisme. Ça, c'est le mode de vie d'un micro-organisme qui vit et qui se nourrit aux dépens de son hôte. Et il est le seul à tirer profit de cette association. Et ensuite, il devient pathogène et il nuit à l'hôte. Ça veut dire que lui, il vient, vous envahit, il vous rend malade, et voilà, après, il peut vous tuer ou pas. Vous n'en profitez pas du tout. Ça, c'est ça le parasitisme. Et bien sûr, ça existe en politique, dans la vie, dans les expériences des nations, bien sûr. Je ne vais pas aller au-delà. Le pouvoir pathogène, c'est l'ensemble des mécanismes qui conditionnent le type de maladie que l'on peut avoir. Ça veut dire la capacité que possède un micro-organisme de pouvoir provoquer une maladie chez un sujet sans qu'il y a des mécanismes qui sont normaux. Parce que quand vous avez des mécanismes qui sont bousillés, bon, le pouvoir pathogène est un peu plus gâté, hein, parce que c'est de la triche. Vous êtes déjà affaibli et lui en profite pour vous attaquer. Donc là, on ne va pas très bien l'évaluer. On l'évalue quand vous êtes en forme, en bonne santé, et puis lui vous attaque, il arrive à vous vaincre, à vous terrasser. Très bien. La virulence, c'est la capacité du germe à déclencher une maladie infectieuse. Parfois, elle peut être définie par la capacité ce qu'on appelle la dose infectante, la concentration du microbe vivant capable de provoquer une maladie chez vous. C'est ça la dose infectante. On a vu dans une des vidéos que j'ai enseignées sur la peste, vous allez voir que par exemple,
La peste a une dose infectante, voilà, très très forte. Par contre, d'autres, ils ont une dose infectante très faible, par exemple les salmonella, par exemple Shigella. Voilà. Et puis il y a la pathogénicité hein, qui peut être déterminée par plusieurs facteurs. La présence la production des toxines, la production des enzymes telles que la coagulase, la DNase, la présence d'une capsule, par exemple chez les pneumocoques, chez certains hémophiles influenzae, etc. Le pouvoir invasif, par exemple, c'est le cas du Yersinia pestis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont des mécanismes qui interviennent pour déterminer la pathogénicité. Mais il varie d'un germe à un autre. Un germe peut avoir tout, une partie, ou voilà, pas tout à la fois. Il peut avoir une partie, quelques-uns. Alors, il y a ce qu'on appelle les germes opportunistes. Les germes opportunistes, ce sont les germes qui, en temps normal, ne vous créent pas du tout des maladies. Ce sont des bons messieurs, ils sont en vous, voilà, ils disent, il n'y a rien, ils n'ont aucun problème avec vous. Mais en fait, ils ont peur de vous attaquer parce que votre organisme est très en forme. Et soudain, lorsque votre organisme est affaibli, parce que vous avez ce qu'on appelle une immunodépression, à ce moment-là, boum, il vous attaque. Et vous vous dites, mais lui avait dit qu'il n'allait pas nous attaquer. Ah, alors on va vous rappeler ce qui s'est dit en politique. Les promesses électorales engagent ceux qui les croient. Bon, voilà, c'est en passant, je n'ai rien dit. Donc, les germes opportunistes, ce sont ces germes qui vous attaquent que lorsque votre organisme est défaillant ou déficitaire en termes d'immunité. Chez un sujet normal, immunocompétent, il ne peut jamais vous approcher. Voilà. Nous allons poursuivre cette relation entre les hôtes et les germes, les micro-organismes, pour vous parler de ce qu'on appelle le transit. Le transit, c'est quoi? C'est le fait que les micro-organismes passent dans votre organisme, passent dans l'hôte, mais ils n'arrivent pas à s'implanter dans l'hôte parce qu'il leur manque certains éléments. Ça peut être les éléments nutritionnels, ça peut être les éléments physiologiques. Par exemple, la température peut être inadaptée. Vous attrapez un microbe particulier, par exemple d'un animal ou voilà, de l'environnement, mais le microbe arrive dans votre organisme et ne s'adapte pas à votre température corporelle qui est de 37 degrés. Lui est habitué à 25 degrés, du coup il meurt. Alors c'est un transit, il est passé par là. Un peu comme quand vous voyagez, vous faites un transit, vous êtes passé par là. La colonisation, c'est lorsque le micro-organisme arrive à s'implanter en vous, l'hôte, et il arrive à se multiplier en général sur les revêtements cutanés ou muqueux. Sur la peau, les muqueuses, dans la bouche, les nez, les narines, les yeux, le vagin, l'anus, etc. Mais il ne provoque pas de dommages. C'est ça qu'on appelle la colonisation. Ça concerne souvent les germes qui sont pas du tout pathogènes. Le portage asymptomatique, là, c'est le fait de vous faire coloniser par des micro-organismes pathogènes, d'accord, que l'on retrouve chez vous, mais que vous ne puissiez pas développer directement la maladie. Alors il existe des porteurs sains ou les porteurs asymptomatiques, par exemple du Salmonella typhi. Celui-là, le Salmonella s'élimine dans les selles. Quand il vous fait la cuisine, c'est votre cuisinier, il va tous vous contaminer. Et vous, quand vous allez manger ces aliments parce qu'ils sont mal préparés, et vous pouvez développer la fièvre typhoïde. Pourtant, lui, le porteur asymptomatique, il est peinard, mais il en excrète autant et il vous contamine. Et pour avoir la maladie infectieuse, c'est finalement lorsque l'organisme est attaqué par l'hôte et qu'il résulte un conflit entre les micro-organismes et l'hôte qui aboutit notamment à des lésions chez les personnes qui sont infectées. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'on parle de maladie infectieuse et qui peut se transmettre d'un individu à l'autre. Alors le terme le plus approprié, on préfère dire maladie contagieuse ou transmissible. Voilà. Vous devez savoir que les micro-organismes se transmettent de plusieurs manières. Et pour qu'un micro-organisme ou pour que la transmission ait lieu, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Et parmi ces facteurs, il y a des facteurs de l'hôte, parce que pour qu'une infection ait lieu, il y a des facteurs de l'hôte, il y a le germe, le micro-organisme, et il y a aussi l'environnement.
Et il faut une conjonction de ces éléments, bien sûr, pour vous faire contaminer. Par exemple, un micro-organisme que l'on retrouve chez un animal qui est lointain en forêt, et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'interaction, soit avec la forêt, ou soit cet animal n'est pas venu vers vous, dans les villages, il n'y aura pas de transmission. Au moins qu'il y ait par exemple un autre intermédiaire qui fasse le pont. Voilà, ça veut dire que c'est les conditions de l'environnement, plus les conditions du microbe, plus les conditions de l'hôte, qui font que la synergie, la conjonction, à un moment donné, puisse le provoquer. Mais bien sûr, on les voit spécifiquement quand on parle de chaque pathogène parce que le contexte est différent. Disais-je, la transmission peut être directe. Ça veut dire que vous avez un contact soit avec le réservoir, mais pas seulement avec le réservoir, avec la personne qui est porteuse du micro-organisme. Le contact peut être également direct avec l'individu qui est infecté. La transmission peut être également indirecte par l'objet, l'intermédiaire d'objets contaminés, par l'intermédiaire des aliments souillés, par l'eau, etc. Et c'est important. Mais vous pouvez aussi vous contaminer parce que le micro-organisme est resté dans l'environnement pendant un certain moment. Mais il existe également la transmission horizontale. Quand vous vous transmettez entre vous, c'est ça qu'on appelle la transmission human-to-human transmission. Mais il existe aussi la transmission verticale, c'est celle qui se fait de la mère à l'enfant, notamment lorsque l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Alors, les voies de contamination sont multiples. Vous pouvez vous contaminer par la voie digestive. Quand vous ingérez les aliments, de l'eau, qui sont souillés. C'est le cas des maladies des mains sales, choléra, fièvre typhoïde, amibes, etc. La voie de contamination peut être respiratoire lorsque vous inhalez les gouttelettes d'effluves. Vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos. Coqueluche, la grippe, bon, pour parler des micro-organismes en général, la tuberculose, etc. La voie peut être cutanée. Et dans la voie cutanée, vous pouvez aussi vous contaminer par contact. Les micro-organismes vous touchent directement, vous vous contaminez. Mais ça peut être également par une lésion, une solution de continuité, une plaie par exemple. Et évidemment, les microbes entrent et vous contaminent. Mais il y a également ce qu'on appelle la voie transcutanée, qui peut être due soit à une piqûre, à une cause iatrogène. Iatrogène, ça signifie que c'est un médecin, c'est un personnel médical qui pose un geste médical, par exemple une injection sous-cutanée ou une injection intramusculaire, mais il n'a pas bien désinfecté la peau et finalement il a pris les bactéries qui étaient sur votre peau, il les a introduites au fond de votre muscle gluteus maximus sur la fesse, par exemple, le grand fessier, et finalement vous faites un abcès profond. Là, c'est iatrogène parce que c'est le personnel soignant qui l'a créé. Mais ça peut être aussi vous-même, vous le cherchez. Par exemple, vous allez dans un salon de coiffure parce que vous pensez que vous voulez être comme les gens que vous voyez à la télé, les superstars, et vous faites un joli tatouage sur le dos, le ventre, et finalement, il y en a partout. Et on peut utiliser le matériel qui est septique, qui n'était pas très bien désinfecté. Et dans ce cas, vous pouvez également vous contaminer. C'est la voie transcutanée. Mais ça peut être également des insectes qui vous piquent, des moustiques, des anophèles ou d'autres. Ça peut être également une voie de contamination. Ça peut être la voie sexuelle, une maladie d'adulte, une maladie sexuellement transmissible. Il y en a plusieurs, et je ne parle pas des virus. Bon, je m'arrête aux bactéries ici, syphilis, urétrite, donc Neisseria gonorrhoeae, chlamydia trachomatis. Bon, chez les virus, nous avons les herpès, le VIH. Il y a toute une litanie, c'est important. Et dans ces cas, le micro-organisme, une fois qu'il entre en vous, il va soit produire des toxines, soit des enzymes qui vont détruire la structure ou l'intégrité de vos tissus pour arriver à s'implanter et soit à pouvoir agir soit en produisant des toxines, soit des enzymes, soit en perturbant les mécanismes physiologiques, et c'est ça qui va créer la maladie en vous. Ça, c'est important. Alors, comment est-ce qu'on classifie les bactéries? Il y a plusieurs manières de les classifier. Il y en a plein. On a utilisé voilà, les manières, la méthode phylogénétique,
On pouvait utiliser les méthodes moléculaires, etc. Il y en a plusieurs, ce qui fait que les classifications sont en général très longues. Mais parfois, on est obligé de se mettre à l'évidence sur ce qui est plus pratique. Par exemple, on peut considérer la maladie. La bactérie provoque une maladie précise. On dit bactérie qui provoque la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, etc. La classification peut être en fonction des symptômes cliniques. Par exemple, les germes qui causent la méningite, qui causent des endocardites, qui causent des diarrhées, qui causent voilà, des urétrites. Mais le même germe peut provoquer différentes maladies, par exemple. Ailleurs, il provoque telle maladie, ailleurs, il provoque une telle autre maladie. Ce qui fait que les mécanismes de classification restent plus ou moins complexes. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les bactéries en général peuvent être classées selon leur caractère biochimique. Dans ces cas, on parle de biotype. Les bactéries peuvent être classées selon les antigènes. Et là, on parle de sérotype. Les bactéries peuvent être classées selon leur pathogénie. Alors là, on parle de pathovares. Les bactéries peuvent être classées selon la sensibilité aux antibiotiques. Et là, on parlera d'antibiotype. Mais ils peuvent également être classés selon la sensibilité aux bactériophages. Et on parle de l'isotype. Ça, c'est important. Ainsi, vous avez plusieurs mécanismes qui interviennent dans la distinction de ces bactéries. Il y a les colorations. La coloration des grammes, il y a la coloration des îles, il y a la coloration des Weyson, il y a la coloration des vers malachites. Les colorations permettent de classifier les bactéries. La morphologie même des bactéries permet de les classifier. Leur capacité à se mouvoir ou pas, on le verra, peuvent permettre de les classifier. Les températures auxquelles elles croissent, les besoins nutritionnels, la composition du génome. Vous voyez qu'il y a tout un arsenal d'outils qui vous permettent de classifier les bactéries. Alors, pour qu'une bactérie puisse subsister, puisse exister, puisse vivre, elle doit trouver dans l'environnement tout ce qui est nécessaire, d'accord, à ce besoin, que ce soit constitutif ou ses besoins énergétiques. Ce n'est que si la bactérie a trouvé tout cela qu'elle peut se développer. Alors, quels sont ces éléments dont la bactérie a besoin pour qu'elle se développe finalement? Ce sont les besoins nutritifs. La bactérie a besoin d'être dans un environnement qui lui convient. Température, pression, concentration en oligo-éléments, nutriments, etc. La façon dont la bactérie va se diviser, donc la division bactérienne, la dynamique des croissances, mais aussi surtout les oligo-éléments, les éléments qui sont rares, mais qui font toute la différence dans la croissance. Manganèse, magnésium, nickel, etc. Il y en a beaucoup. Il y a des bactéries qui sont exigeantes. Elles ont besoin des facteurs de croissance. Par exemple, les acides aminés, l'acide folique, l'acide nicotinique. D'autres qui ont besoin des dérivés sanguins. D'autres ont besoin des vitamines qui peuvent trouver dans l'organisme qui l'infecte, ou alors ils peuvent le trouver évidemment in vitro si vous faites une expérimentation au laboratoire, par exemple lorsque vous faites les cultures. Alors, ceci implique que lorsque vous devez développer, faire croître les bactéries, vous devez tenir en compte premièrement le choix des milieux des cultures que vous faites pour que les bactéries poussent. Ça, c'est très important. C'est des milieux spécifiques qui permettent à des bactéries spécifiques d'y pousser. Vous devez faire ce choix parce que vous êtes microbiologiste, vous avez étudié pour faire le choix de savoir que Escherichia coli pousse sur les milieux usuels. Par exemple, Yersinia pousse sur les milieux bin ou les milieux sin. Ça, c'est des particularités que vous devez savoir. Vous devez mettre les températures qui conviennent à chacune des bactéries que vous voulez élever ou voir croître ou étudier. L'atmosphère d'incubation, riche en CO2, pauvre en CO2, neutre, micro-aérophile, ça dépend de vous. Pendant combien de temps ces micro-organismes croissent? Une journée, 2 jours, 14 jours, etc. Et ceci va vous aider. Et comment est-ce qu'on peut quantifier ces microbes? On peut les identifier et tester leur sensibilité. Pourquoi? Parce que quand on identifie les bactéries,
où on fait des cultures en microbiologie médicale, c'est pour voir la bactérie en général et voir la sensibilité si on veut soigner les gens. Mais bien sûr, dans la recherche, on peut le faire juste pour savoir s'il est sensible à quel antibiotique, il résiste à quoi, sans pour autant avoir le besoin de soigner. Ainsi donc, les milieux de culture auront une composition qui permettront à la bactérie de pouvoir pousser en tenant compte des différents nutriments. Ces milieux contiennent donc des substances nutritives, les acides aminés, les peptides, les acides nucléiques. Ils contiennent les tampons qui assurent la croissance, la constance du pH. Les tampons, ce sont des éléments qui s'opposent à des variations brusques de pH dans un milieu. Contient les sels minéraux, les facteurs de croissance, les inhibiteurs, les substances énergétiques, les indicateurs de pH. Je donne tous ces détails dans mon cours sur les milieux de culture. C'est un très joli cours qu'il faut suivre et je crois que je vais l'uploader bientôt sur ma chaîne, mais je crois qu'il existe déjà. Il y a 4 ans, j'ai fait ces cours, mais je peux le refaire. Alors, parlant des micro-organismes, ils ont des particularités. Et ces particularités sont liées à leurs exigences nutritionnelles et ce qui fait que la nomenclature devait être adaptée. Un organisme est dit auxotrophe lorsque ces micro-organismes ou ces gènes est incapable de synthétiser certains métabolites qui sont nécessaires à sa croissance. Pourquoi? Parce qu'il a subi des anomalies, des mutations où il est incapable génétiquement. Alors, il est incapable de synthétiser tel facteur et tel facteur, alors c'est un germe auxotrophe. En résumé, c'est un micro-organisme auquel il faut fournir certains facteurs de croissance exogènes parce qu'il ne peut les synthétiser de soi. C'est clair. Un organisme autotrophe, c'est un organisme, un micro-organisme qui est capable de se multiplier en utilisant la matière minérale comme source de carbone et d'azote. Ça, c'est un organisme autotrophe. Un micro-organisme ou un organisme prototrophe, c'est un micro-organisme qui est capable de proliférer dans un milieu de base. Ça veut dire un milieu qui ne contient que très peu d'éléments nutritionnels sans avoir besoin de facteurs de croissance particuliers. Donc, avec des éléments rudimentaires, avec des substances très primitives, il est capable de se proliférer. Il est capable de se multiplier, contrairement aux auxotrophes, lui qui requiert un facteur ou des facteurs exogènes. L'organisme hétérotrophe, c'est un micro-organisme qui se nourrit des matières organiques qui existent déjà. C'est un peu comme nous. On mange les citrons, les oranges, les bananes, la viande. On ne mange que ce qui existe. Donc, nous, les humains, on est des hétérotrophes. On doit chercher la nourriture. Voilà. L'arbre se nourrit là où il est. Et là où il est, c'est différent. Alors, pour que les micro-organismes croissent, je vais entrer un peu légèrement dans les milieux de culture, mais il y a tout un cours détaillé sur les milieux de culture. Il faut que les conditions de l'environnement soient favorables à la croissance de la bactérie. Alors, ce sont des conditions physiques et bien sûr des conditions chimiques. Mais ce sont lesquelles ces conditions? Primo, la température. Tous les germes ne poussent pas à la même température. Des germes qui poussent à la température proche de notre organisme, les êtres à sang chaud, c'est ça qu'on appelle des micro-organismes mésophiles. Les bactéries qui poussent à des températures un peu plus froides, on les appelle les germes psychrophiles. Les germes qui poussent à des températures chaudes, ce sont les germes thermophiles. Et ceux qui poussent à des températures très chaudes sont dits hyperthermophiles. Une autre condition physico-chimique, c'est le pH. Il y a des germes qui poussent à des pH neutres. Alors, ce sont des organismes neutrophiles, tels que Escherichia coli. Il y a des germes qui poussent en milieu alcalinophile, donc avec un pH alcalin, tels que les Vibrio cholerae. Ça, ce sont des organismes alcalinophiles. Il y en a aussi qui poussent dans des milieux riches en acides, par exemple les lactobacillus. Alors, il y a également la pression osmotique. Il y a des germes qui
poussent dans une concentration élevée des substances, des osmoles. Par exemple, une concentration riche en NaCl, par exemple 5%, c'est le cas de staphylocoque, ils y poussent très bien. Et les vibrio cholerae également, ils peuvent pousser. D'autres, il faut que la pression osmotique soit faible. Un autre élément physico-chimique à considérer, c'est la pression partielle en oxygène. Il y a des bactéries qui croissent en milieu aérobie strict. Ce sont un milieu riche en oxygène. Ce sont ces bactéries qu'on appelle aérobie stricte. Il y a des bactéries qui croissent dans un environnement qui est légèrement riche en oxygène. Donc, ils tolèrent l'oxygène, mais à un gradient plus faible. C'est ça qu'on appelle les micro-organismes micro-aérophiles. Il y a des micro-organismes qui peuvent tolérer à un moment l'oxygène, à un moment ils peuvent tolérer les conditions d'anaérobiose. Ça, ce sont les organismes qu'on appelle aéro-anaérobie facultative, tels que les entérobactéries. Ici, les micro-aérophiles, c'est les campylobactères. L'aérobie stricte, c'est les pseudomonas. Et il y a des organismes anaérobies stricts. Ils ne poussent qu'en absence d'oxygène, tels que les clostridium. Alors, quand on vous fait des tubes, les tubes que vous voyez ici en position verticale, les bactéries aérobies strictes poussent dans la phase supérieure du tube. Les bactéries anaérobies, ici, sur mon curseur, poussent au fond du tube. Les aéro-anaérobies facultatives poussent tout au long du tube. Et les micro-aérophiles, en général, ils poussent au milieu du tube. Mon image empêche de le voir, mais de toute façon, vous l'avez bien compris. Je vais parler de la dynamique de la croissance bactérienne. Sachez que les bactéries, c'est un peu comme tout être vivant, ne commencent pas directement adultes, non. Ils ont des phases de croissance. Les bactéries, lorsqu'elles sont mises dans un milieu, elles prennent un temps pour s'adapter au milieu. C'est ça qu'on appelle la phase de latence, qui est représentée sur cette courbe par la phase plate, ici au bas de la courbe. Ça signifie la bactérie essaie de s'adapter aux conditions dans lesquelles elle a été soumise et elle essaie de mettre en place les mécanismes pour lui permettre de subsister, évidemment, de synthétiser les facteurs qui lui manquent, d'évaluer les milieux, de s'adapter. À ce moment, la croissance est nulle. C'est la phase de latence. Puis, les bactéries, une fois qu'ils se sont adaptées, passent à la phase d'accélération. À la phase d'accélération, la vitesse de croissance augmente. Il y avait une bactérie, elle se divise par scissiparité pour donner 2, deux bactéries qui se divisent pour donner 4. La croissance devient accélérée. Et la troisième phase, la croissance devient tellement importante, le taux de croissance est maximal, ça devient ce qu'on appelle la phase de croissance exponentielle ou logarithmique. Et comme vous le voyez, la courbe est très ascendante, comme vous le voyez, c'est une croissance exponentielle. Et la quatrième phase, c'est la phase de ralentissement. Pourquoi il y a ralentissement? Parce que la vitesse de croissance a diminué. Les nutriments ou les éléments nutritifs qui étaient dans les milieux ont été tous consommés. La bactérie n'a plus rien à consommer. Et ensuite, la bactérie, parce qu'elle vit, elle commence à produire des déchets, elle commence à produire le CO2, ce qui fait que les conditions commencent à devenir progressivement invivables, exécrables. Du coup, elle ne sait plus progresser. Et donc, il y a un ralentissement. La cinquième phase, c'est la phase stationnaire. C'est la phase où la reproduction n'a plus eu lieu parce qu'il y a assez de toxines, assez de métabolites toxiques dans le milieu que certaines bactéries commencent à mourir parce que le taux de croissance évidemment devient nul. Les pH changent par rapport au milieu de départ à cause des déchets qui sont émis par la bactérie. Et au final, on va finir par ce qu'on appelle la phase de déclin. Dans la phase de déclin, toutes les ressources énergétiques, nutritionnelles qui étaient dans les milieux s'épuisent et les bactéries commencent à survivre et leur nombre diminue jusqu'à ce que certaines, bien sûr, vont mourir, si pas toutes, s'il n'y a pas de nutriments additionnels. Ça, c'est la dynamique de croissance. Alors, parlant des milieux de culture, j'en parle parce qu'évidemment, ça fait l'introduction du cours, mais c'est
il y a tout un cours détaillé, tout un séminaire sur les milieux de culture. Les milieux de culture peuvent aider à faire les dénombrements des bactéries, compter les bactéries, identifier les bactéries, tester la sensibilité, isoler les bactéries, conserver les bactéries. Ça, c'est dans un cours à part. Et bien sûr, vous pouvez dénombrer en utilisant les milieux spécifiques au dénombrement. Vous pouvez identifier en utilisant les milieux spécifiques à l'identification. Vous pouvez tester la sensibilité en utilisant des milieux qui sont spécifiques à ça. Et ici, je ne reviens pas dans ça parce qu'il y a tout un cours pour ça. Alors, le dernier, ou si pas l'avant-dernier point de cette première partie, je vais parler de la cytologie bactérienne. La bactérie, c'est une cellule. En fait, c'est une cellule qui est constituée de plusieurs éléments. Certaines bactéries ont des capsules, on les appelle les bactéries encapsulées. Voici l'image de ma capsule. D'autres n'en ont pas. Mais il y a des bactéries, en général, toutes les bactéries ont des parois. Il y a la paroi qui est là en bleu, la capsule c'est celle qui était en verte, la paroi en bleu. Mais il existe des bactéries qui n'ont pas de parois, telles que les mycoplasmes, c'est important. En dessous de la paroi, d'accord, il y a la membrane cellulaire ou la membrane cellulaire de l'hôte. Cette membrane cellulaire a des replis assez particuliers, d'accord, mais à part les replis assez particuliers, un repli qui est très particulier qu'on appelle le mésosome, qui est une sorte d'invagination. Cette bactérie a un cytoplasme et le matériel génétique qui est dans les cytoplasmes parce que les bactéries n'ont pas de noyau. Au fait, le matériel génétique est pendant dans le cytoplasme et c'est de l'ADN bien sûr. Les bactéries peuvent avoir d'autres éléments tels que les plasmides qu'on verra plus tard. Ils peuvent avoir des ribosomes, ils peuvent avoir des vacuoles, c'est très important. Mais les bactéries, en dehors de ça, peuvent avoir les éléments de mobilité. C'est ce qu'on appelle les cils ou les flagelles que vous voyez ici. Mais les bactéries peuvent également avoir les éléments d'adhésion, ce qu'on appelle les pili. Pilus au singulier, pili au pluriel, ou les fimbriae. Et c'est ça qui fait que certaines bactéries peuvent adhérer à des surfaces. On le verra. Alors, comment est-ce qu'on met en évidence les éléments de la cytologie bactérienne? La capsule, c'est une épaisse couche de glucides, et ce qui fait qu'elle confère souvent à la bactérie ce qu'on appelle un pouvoir pathogène important parce que la capsule empêche par exemple la phagocytose du pathogène, ce qui fait que c'est un élément épidémiologique important et un élément de virulence également, notamment pour certaines souches telles que le Streptococcus pneumoniae, les Bacillus anthracis. La capsule peut être mise en évidence par certaines techniques, entre autres l'encre de Chine ou l'imprégnation argentée. Ça peut mettre en évidence la capsule. Les flagelles ou les cils, ce sont les éléments de mobilité de la bactérie. Alors, les cils ou les flagelles peuvent être mis en évidence par la coloration des Rhodes, qui en fait utilise le nitrate d'argent ammoniacal. Mais en microscopie électronique, évidemment, on peut mettre en évidence la capsule, les flagelles, pardon, ou les cils. Nous avons les pilus ou les pili, les fimbriae. Il y en a qui interviennent dans l'adhésion, dans la fixation des bactéries, mais il y a également des pili très particuliers qui permettent de lier deux bactéries différentes et d'échanger le matériel génétique. On le verra dans la prochaine vidéo. Il y a les spores. Les spores, c'est un état de la bactérie qui normalement survient lorsque les conditions de vie ou de survie deviennent défavorables ou hostiles. Alors la bactérie, pour assurer sa survie, va se transformer à une forme où elle va produire peu d'énergie, elle va avoir peu ou pas du tout besoin de nutriments et elle peut exister sous cette forme pendant des années. Il y a des spores de bacillus, notamment des bacillus anthracis, des clostridia également, et ça peut faire très mal. Elle peut résister au froid, à la dessiccation, à la chaleur, mais jusqu'à des températures élevées, il y a des spores qui résistent à 100 degrés et à certains désinfectants. Les spores peuvent être mis en évidence par plusieurs colorations, notamment la coloration des grammes, la coloration au vert malachite par exemple, surtout pour les cas d'anthracis qu'on fait dans notre vidéo.
Vous avez la paroi. La paroi, c'est une couche rigide qui donne la forme à la bactérie. Nous verrons la composition de la paroi parce qu'elle est différente selon les types de bactéries. La paroi peut être mise en évidence par plusieurs techniques, notamment les colorations. La coloration des grammes, la coloration des îles, la coloration des Wesson, etc. La membrane cytoplasmique, c'est un élément très particulier de la bactérie. Pourquoi? C'est l'endroit où s'est fait la respiration de la bactérie. Vous imaginez toute la bactérie, la respiration s'est fait au niveau de la membrane cytoplasmique. Et c'est l'endroit où s'est fait les échanges avec l'extérieur et à cause de sa perméabilité sélective. Et bien sûr, il existe des techniques pour mettre en évidence la membrane, par exemple la plasmolyse. Mais vous pouvez également bien visualiser la membrane en microscopie électronique. Les chromosomes ou le matériel génétique, l'ADN, vous savez que l'ADN des prokaryotes se trouve dans les cytoplasmes parce qu'ils n'ont pas de noyau. Et ce sont des chromosomes ou souvent une pièce unique de chromosome. Alors, il existe plusieurs techniques pour mettre en évidence les chromosomes, notamment la microscopie en contraste des phases, le microscope électronique, mais il y a aussi des colorations spéciales, entre autres la coloration des Feulgen, la coloration de Piechaud qui utilise l'éosine d'azur de méthylène et même la coloration des Robinot avec l'acide chlorhydrique une fois normal à 60 degrés suivi d'une coloration au Giemsa. Les ribosomes sont constitués d'ARN et de protéines, ils ne sont pas très visualisés sauf en microscopie électronique ou même au-delà. Et les cytoplasmes, qu'on peut voir facilement en microscopie, mais pour l'avoir en détail, en microscopie, que ce soit optique ou électronique. Alors, sur base de la paroi ou de la rigidité de la paroi et de la forme des parois, on peut identifier différents types de bactéries. Et les bactéries qui ont des formes sphériques sont appelées les coques ou les cocci. Et finalement, ces bactéries peuvent se regrouper, par exemple, en chaînettes, en longues chaînettes. On les appellera les streptococcus, ou s'ils sont regroupés en grappes, on les appellera les staphylococcus. Les bactéries peuvent être regroupées en deux, en diplocoques, et les diplocoques peuvent avoir plusieurs formes. Ils peuvent avoir la forme des grains de café lorsqu'il s'agit des Neisseria meningitidis ou des Neisseria gonorrhoeae. Ils ont la forme des grains de café. Tout comme ils peuvent avoir une forme lancéolée. C'est le cas des Streptococcus pneumoniae ou les pneumocoques. Les bactéries peuvent avoir une forme cylindrique ou une forme de bâtonnet. On les appelle bacilles. Et dans ces cas, ils peuvent avoir la forme de bâtonnet tout simple. Tout comme la forme de bâtonnet peut prendre l'aspect d'une virgule. C'est le cas par exemple de Vibrio. Les bactéries peuvent avoir une forme spiralée. Dans ces cas, on les appelle les spirochetes, dans lesquels vous avez les Borrelia, les Treponema et évidemment les Leptospira. Et voici les images des bâtonnets, des bacilles en forme de bâtonnets ou de cylindres. Et voici l'image des bâtonnets en forme de virgule. C'est le cas des Vibrio. Voici l'image des bactéries en forme de virgule. C'est le cas des Vibrio. Voici l'image des bactéries en forme spirale, ce sont les spirochètes. Voici les coques en forme sphérique. Et voici les diplocoques en grains de café. C'est les Neisseria gonorrhoeae dans ces cas. Et vous pouvez également avoir les coques en longue chaînette, comme ici, c'est le cas des streptocoques, ou sur l'image d'en bas, les diplocoques en forme lancéolée. Alors je les ai mis ici. Voici les coques qui peuvent être uniques en diplocoque, grain de café, diplocoque encapsulé, diplocoque regroupé en amas. À chaque fois, c'est typique des bactéries spécifiques en forme de chaînettes, courtes ou longues, en forme de tétrades comme les sarcines ou autres. C'est important. Mais ils peuvent avoir les formes des bâtonnets. Quand les bâtonnets sont très courts, on les appelle les cocobacilles. Donc c'est un peu comme des coques, mais ce sont des bacilles qui sont très courts. Les bâtonnets peuvent être longs, comme les bacilles ici, on a le cas de bacillus. Parfois même les bacilles en dupliqué, donc les diplobacilles. Mais on peut avoir aussi les bacilles qui forment des longues chaînettes telles que les bacillus, notamment les bacillus anthracis. On peut avoir les bacilles qui ont une disposition
en palissade, c'est le cas des Corynebactéries. Mais évidemment, il y a des variants, par exemple les bâtonnets en forme de virgule, tels que les vibrios, en forme spiralée, tels que les spirochètes, et en forme filamenteuse. On peut avoir notamment les mycobactéries dans certaines conditions. Voilà, mesdames et messieurs, par là où nous mettons fin à la première partie de ce cours de microbiologie, de microbiologie approfondie. Dans ce chapitre, aujourd'hui, nous avons traité de la première partie des bactériologie générale. La prochaine vidéo fera la suite de ces cours. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais je vous recommanderais de visualiser l'intégralité des vidéos sur la bactériologie pour enfin voir les questions qui s'élèvent de votre esprit après avoir suivi. Merci pour votre attention soutenue et à bientôt sur notre chaîne pour d'autres rendez-vous, pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé le service, la vidéo, veuillez liker et veuillez vous abonner pour plus d'expérience, pour plus d'explications, pour plus de cours. À bientôt. Protégez-vous. Merci.